groupe de la France Insoumise a demandé la saisie du Conseil constitutionnel pour qu'il juge de la sincérité de l'étude d'impact qui est faite par le gouvernement sur ce projet de loi. Dans son avis publié le 3 avril, le Conseil d'État révèle plusieurs éléments qui invitent à s'interroger, par exemple sur la mention de l'agriculture comme contribuant à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Le Conseil d'État indique que ce n'est pas clair et que l'utilité apparaît douteuse. Le Conseil d'État questionne aussi la portée de l'intérêt de plusieurs articles du texte, les articles 1, 10, 14, 15, 16 et 17. L'examen du texte est donc suspendu en attendant la saisine et la décision du Conseil constitutionnel. En vérité, ce texte va détricoter le droit de l'environnement et avantager l'agro-industrie, l'agrochimie face aux agriculteurs. Sur le renouvellement des générations, le gouvernement propose ce que j'appelle des mesurettes, un bachelor, des visites de ferme pour les écoliers, France Service Agriculture, alors que, évidemment, le premier grand obstacle à l'installation, c'est l'accès au foncier, puisque la spéculation entraîne les prix des terres agricoles à la hausse et favorise l'agrandissement plutôt que l'installation. Ce projet de loi ne propose que la création de GFAI, de groupements fonciers agricoles d'investissement, qui risquent encore une fois de ne profiter qu'aux plus grosses structures. Et enfin, le plus grand absent de cette loi, c'est le revenu. C'est ce qu'ont répété les agriculteurs en colère qui se sont mobilisés partout sur le territoire, et vous l'avez redit tout de suite. Lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron avait pourtant promis des prix planchers pour les agriculteurs. Vous l'avez d'ailleurs interpellé avec la Confédération paysanne et la coordination rurale afin de lui demander de tenir cet engagement. Une mesure que nous avions proposée en novembre à l'occasion de notre niche parlementaire et qui a été adoptée par l'Assemblée la semaine dernière à l'initiative de notre collègue Marie Pochon. Dans son projet de loi, le gouvernement a plutôt fait le choix de la régression écologique, faisant des réglementations environnementales les boucs émissaires de la colère des agriculteurs, des mesures d'affichage flou qui, au mieux, n'auront aucun effet et, au pire, seront dangereux. Nous avons compris dans votre présentation que vous défendiez une autre vision de l'agriculture, familiale, à taille humaine, agroécologique. Je voudrais tout de même avoir votre avis sur la mise en concurrence des productions alimentaires et énergétiques françaises, dans le sens où la politique d'installation qui est proposée dans ce texte oriente vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique. Je pense que oui, on a une vision assez commune là sur l'agriculture, j'ai cru sentir. Je vais revenir par rapport au GFAI. Pourquoi réinventer la roue ? On a la SAFER déjà qui existe, qu'elle accomplisse son but premier, de stocker les terres. Par contre, là où on a un gros doute, c'est que c'est pas 450 millions qu'il faut, c'est 10 ou 100 fois plus. Alors là, effectivement, on va pas être d'accord. Mais un GFAI, oui, pourquoi pas. Mais la SAFER existe. Pourquoi pas la relancer et qu'elle fasse pleinement sa mission ? Je voudrais m'arrêter sur l'un des objectifs de cette loi qui est assurer le renouvellement des générations en agriculture. Vous l'avez rappelé, c'est indispensable de renouveler les générations en agriculture puisqu'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans 10 ans et qu'il y avait 1 million d'agriculteurs dans les années 90 et qu'aujourd'hui on n'est plus que 400 000. Le projet de loi d'orientation agricole du gouvernement, il présente l'objectif de former plus de personnes. Alors, combien de personnes ont-ils pour ambition de former ? On ne sait pas. La loi ne présente aucun objectif chiffré. C'est pareil pour l'installation. Il faut installer, oui, mais combien de fermes ou d'actifs agricoles ? Ce projet de loi n'y répond pas non plus. Alors, de votre côté, la FNSEA a-t-elle pour objectif de défendre l'installation massive de nouveaux agriculteurs dans les 10 ans à venir ? Si oui, combien estimez-vous qu'il faille installer de nouveaux agriculteurs pour garantir la souveraineté alimentaire ? En ce qui concerne la politique d'installation du gouvernement, elle court tout droit à l'échec tant qu'on ne pourra pas assurer un revenu à la hauteur de leur travail aux agriculteurs. Nous ne réussirons pas à augmenter le nombre d'exploitations agricoles en France. 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté. Alors je sais que ça ne vous concerne pas directement, mais en tant que président du syndicat agricole majoritaire, qu'avez-vous comme solution à apporter à ces agriculteurs qui ne sont pas payés dignement pour leur travail ? Vous avez dit que les prix planchers bloqueraient le prix
vers le bas, mais le marché actuel entraîne déjà les prix agricoles vers le bas. Les prix agricoles ont diminué de 10%. Donc, que proposez-vous pour que les agriculteurs soient rémunérés à la hauteur de leur travail? Clairement, on a perdu 100 000 agriculteurs sur le recensement agricole. Entre 2010 et 2020, l'objectif, c'est de l'en perdre le moins possible, c'est-à-dire d'avoir des jeunes pour installer, pour transmettre le maximum. Donc, c'est pour ça que ces maisons France Service Agriculture sont indispensables, un guichet unique qui simplifie et qui permet à ces jeunes de pouvoir déployer leur projet, mais d'un projet qui soit économique, avec derrière ces ambitions d'un revenu, un métier qui soit viable, vivable, et ça c'est indispensable, et de donner tous les éléments justement à ce que les gens qui vont transmettre, les 160 000 qui vont arrêter demain, aient envie de céder à ces jeunes. Vous avez aussi dit lors d'une conférence de presse, je cite, « L'État doit apporter son concours à l'arrêt de l'activité ». Alors j'aimerais comprendre, en disant ça, est-ce que vous voulez que l'État pousse les agriculteurs à cesser leur activité? Et dans ce cas, eh bien, on parlerait de plan social. Alors, je sais que vous ne voulez pas utiliser ce terme, mais dans ce cas précis, c'est de ça dont il s'agit. J'ai commencé mon propos d'introductif tout à l'heure par dire que l'agriculture était d'abord une aventure humaine. Et nous faisons le constat, nous les responsables professionnels, que dans un certain nombre de cas, et notamment autour des sujets de trésorerie qui ont été portés pendant ces manifestations, un certain nombre de nos collègues sont dans des situations tellement inextricables que pour un certain nombre d'entre eux, la solution la plus humaine et la plus rapide sur le plan des souffrances vécues, c'est de les accompagner proprement. Et j'assume ce propos que je reporte devant vous, qui consiste à dire que dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas les banques qui pourront régler la situation et qu'on a besoin de regarder les cas les plus dramatiques. En aucun cas, en revanche, je n'ai dit que c'était la solution pour tout le monde, mais puisque le syndicalisme, c'est d'abord une aventure humaine, je me dois en responsabilité de traiter ces cas-là. Et c'est la raison pour laquelle, très clairement, je l'ai dit, c'est d'ailleurs ce qui se passe déjà dans les décisions du gouvernement concernant la viticulture, avec un plan d'arrachage définitif qui n'est ni plus ni moins qu'un arrêt de l'activité. Je crois qu'il faut aussi pouvoir le reconnaître. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais vous savez qu'on a aussi un certain nombre de sujets tabous et difficiles à aborder qui concernent notamment le suicide en agriculture, que nous devons affronter très en face, très humainement. Et donc dire qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui doivent arrêter leur activité et qu'on doit les accompagner parce que souvent le capital d'exploitation et le capital personnel est lié, est un sujet d'humanité qui nous paraît essentiel. Je voulais vous interroger sur les freins à l'installation. Je pense que c'est ce qui concerne en premier lieu les jeunes agriculteurs, puisque alors, l'accès à la terre, c'est une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Selon une étude de la SAFER, le prix des terres a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis plus de 20 ans, plus de 6 000 € l'hectare en moyenne. Donc ça veut dire que chez moi en Bretagne, on atteint des hectares à 10 000 € l'hectare. Pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture, le prix du foncier est donc un frein majeur. 2/3 des terres qui changent de main partent à l'agrandissement au lieu de profiter à un jeune. Donc comment endiguer ce phénomène? Comment libérer du foncier pour installer de nouveaux agriculteurs? La loi d'orientation agricole qui est présentée par le gouvernement ne traite pas en profondeur la question du foncier agricole. Moi, je le déplore. La seule disposition, elle concerne effectivement la création de GFAI, du groupement foncier agricole d'investissement, donc des fonds d'investissement pour racheter le foncier agricole. Moi, je partage les inquiétudes que vous avez évoquées sur ce dispositif. Tout porte à croire que ces groupements vont plutôt faire monter les prix des terres agricoles plutôt que faciliter l'accès au foncier. Dans ce projet de loi, donc, il est indiqué que la politique d'installation-transmission oriente en priorité l'installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique. Faute de leur garantir des prix rémunérateurs, le gouvernement il oriente les agriculteurs vers la production énergétique pour compléter le revenu. Alors que les agriculteurs nourrissent la population, je crois qu'ils ne veulent pas devenir des énergéticiens. Je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Je pense qu'on peut partager certaines inquiétudes et je pense que c'est par là et que nous le disions qu'il faut aussi renforcer nos outils qui existent. Je pense qu'ils avaient été créés dans un but. Si il y a pu avoir des fois malheureusement des déviances, à nous aussi d'en tirer les conclusions, mais je pense que des outils existent, mais il faut les renforcer. Il faut renforcer le contrôle et qu'il ne se fasse pas tout et n'importe quoi. Je tiens quand même à préciser que nous avons le foncier le moins cher d'Europe. Regardez chez nos voisins, le prix du foncier, c'est assez hallucinant, c'est des 100 000 € l'hectare. Donc certes, c'est peut-être pas parfait en France,
mais nous avons quand même un foncier moins cher. Oui, nous pouvons l'améliorer. Je pense que dans l'allusion que vous faites, que des fois ça part à l'agrandissement, c'est aussi malheureusement parce que nous avons aussi une agriculture qui conduit avec un système de vouloir maintenir des prix bas. Vous avez 2 solutions pour rester compétitif. C'est soit vous massifiez l'offre, soit vous avez un prix rémunérateur. Je ne vais pas vous faire le dessin, vous savez, si vous venez de Bretagne, donc vous voyez de quoi je peux parler. Sur la question du foncier, comme on le disait tout à l'heure, on sera force de proposition pour étudier et porter des améliorations sur cette question-là, mais on se donne le temps de construire les positions avec notre réseau qui seront finalisées à notre congrès début juin. Et sur la question de l'énergie, je pense que certains d'entre vous le savent très bien. On a des positions très dures sur le sujet. Pour nous, le foncier agricole, ça reste en priorité la production alimentaire. Et en ce sens-là aussi, je rebondis pour dire que sur ces questions de souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, on compte sur vous pour améliorer le texte. Il est perfectible à notre sens et surtout se poser ces questions sur finalement à quel endroit on veut produire notre alimentation.